Du coup, là, ouais, ça a Salut commencé. tout le monde. Ça y est, ça a commencé. Les gens qui commencent à arriver. Donc là, il y a tous les participants qui Mhm. vont nous rejoindre. Bonjour tout le monde. C'est bon, Hello, salut. hello. Bonjour, bonjour. Je vais te laisser faire le Ouais, host alors, hein, Clément. Tu as exactement. l'habitude, le temps que tout Euh, le monde se connecte. exactement. Bonjour tout le monde. Il y a pas mal de monde là. Ça commence à, c'est en train d'arriver assez vite. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Salut Vincent. Salut KM Capital. J'aurais bien aimé avoir ton prénom. Hello Nawal. Salut tout le monde. Salut, salut. Il commence à arriver. Salut Diwan. Salut. Encore Vincent. Ah ouais, c'est bien. C'est bon, c'est en train de se connecter là. On va attendre un peu, ouais, 5 minutes, le temps que ouais, on commence à avoir pas mal de monde, on va essayer de dépasser la vingtaine de personnes. Salut, salut, salut Stéphanie. Salut Brian. Ah, c'est cool. On va pouvoir parler un peu du sujet un peu chaud là, du moment. Ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui aimeraient ouais, avoir pas mal de réponses. Et ce serait intéressant aussi dans le chat, en arrivant là, ceux qui sont là, de me dire si oui ou non vous êtes entrepreneur. Bah, en fait, juste dire ce que vous êtes, votre profession, entrepreneur, investisseur, curieux, expert sur un sujet. N'hésitez pas, ça va nous permettre aussi, nous, d'essayer bah, un peu de centrer le débat par rapport à la population qui est là. Ça peut être bien sympa. Très bonne idée, très bonne idée. Bravo Bah, Eric. je pense qu'Eric, c'est toi qui l'emporte là sur la présentation dans le chat. Eric, on peut pas le louper. Il est au bon endroit, au bon moment. Ok, KM Capital, entrepreneur. C'est cool, c'est cool. Et les autres, n'hésitez pas à dire aussi si vous êtes simple curieux, hein. C'est aussi pas mal. Entrepreneur, founder. Ok, entrepreneur. Ok. Pas mal d'entrepreneurs, ouais. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous dire ben, quelle est votre activité, si vous êtes entrepreneur, investisseur, simple curieux, expert sur un sujet. Founder, on a pas mal d'entrepreneurs en vrai. Pas mal, pas mal. Ça me donne envie de poser une seconde question. Vous allez me dire peut-être c'est logique, mais est-ce que oui ou non vous voulez lever des fonds? Oui pour oui je veux et non pour pas forcément. Ça peut être assez intéressant parce que du coup, ça veut dire que vous allez nous attendre au tournant. Pas forcément pour Noël. Ok. C'est pas mal aussi, c'est bien aussi. Entrepreneur pour Nadia. En cours de réflexion pour Brian. Intéressant. Lambert, yes. Oui, et vous êtes entendu au tournant. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Oui, et Eric, c'est parti, ouais. Ouais, ouais, toi, t'as lâché ta, ta C'est CB, le donc RIB qui est là, donc ouais, t'es on est là, bon. on est au courant. Toi, on sait. Juste, on n'a pas le montant, mais t'attends de l'argent. C'est cool. C'est un utilisateur en plus chez nous, chez Seedlegals, donc bon, on espère que tout va bien se passer là-dessus. Il est entre de bonnes mains. Il est entre de bonnes mains. Super, super, super. Bah écoutez, on va commencer. On va commencer. Je vais commencer à me présenter rapidement et puis présenter aussi la structure qui est derrière moi. Puis Florent, je te laisserai aussi te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas et puis aussi te présenter Site Légal. Alors moi, c'est Clément Muguicha, je travaille chez Schoolab. Schoolab, c'est un studio d'innovation à impact qui travaille avec les grands groupes et les startups. Pour les startups, en fait, on les accompagne sur un format incubation et accélération.
assez simple, hein, comme vous pouvez tous le connaître, où on va les accompagner. Vraiment, nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on les accompagne d'un point A à un point B. Donc, peu importe le stade où vous êtes, entre guillemets, le but, c'est que vous atteigniez des objectifs. On peut très bien avoir des entrepreneurs qui sont dans les stades d'idées, comme des entrepreneurs qui font déjà, allez, on en a eu qui font déjà le million d'euros de CA. Et l'idée, c'était parce qu'ils avaient envie de passer un cap, soit un cap structurel, organisationnel ou de CA ou lever des fonds. Donc, on va les accompagner sur ces sujets-là. Et dans ce même cadre-là, ben, on s'appuie énormément sur des experts, sur nos réseaux d'entrepreneurs de tous les euh, euh, gros corpos avec qui on travaille sur tout ce qui est innovation. Du coup, on va les accompagner dessus, mais on va aussi vous donner accès à ces personnes-là dans nos programmes et également des structures comme Site Légal pour les entrepreneurs qui veulent lever des fonds, qui veulent se structurer ça. Bah, du coup, on travaille avec eux aussi. Et donc, c'est la petite passe décisive que je te donne, Florent, pour commencer à te présenter et présenter Site Légal. Merci Clément et très content de parler de ce sujet avec toi parce que on en parlait de manière un peu informelle lors du Vivatech, où on était tous les deux et on se demandait effectivement c'est quoi le contexte, comment on le sent par rapport à cette année 2023 qui suit une année un peu aussi complexe à la suite de celle de 2021, mais on va en parler. Tu as réservé pas mal de questions pour moi, je crois, sur ces aspects, justement pour partager ça avec vous et merci d'être là, de vous être inscrit. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions là-dessus, au-delà de mettre votre RIB comme Eric, hein, pour qu'on puisse faire un virement pour la lever. Et en me présentant en deux mots, moi je suis Florent, Country Manager France de Seed Legals. Je suis avocat de formation, ex-entrepreneur et j'ai lancé le marché français, c'était en 2020. Seed Legals, on est une plateforme d'abord digitale qui permet de pouvoir générer, enfin, pour vous permettre de pouvoir paramétrer, générer, partager et signer des documents juridiques en ligne, notamment sur vos opérations sur le capital, que ce soit le financement, hein, évidemment, dont on va pas mal parler là ensemble avec Clément et avec vous, aussi sur la partie gestion de votre actionnariat, table de capitalisation et également tout ce qui est partage du capital avec vos salariés pour la mise en place de plans BSPCE, de BSA avec des advisors et on vous accompagne évidemment avec l'équipe sur tous ces sujets qui sont quand même assez complexes, assez techniques pour les rendre plus accessibles à la fois d'un point de vue tarifaire et aussi d'un point de vue compréhension parce que c'est des enjeux qui sont à la fois stratégiques. On va en parler aujourd'hui. La levée de fonds, c'est pas forcément une finalité en soi, mais c'est quand même quelque chose qui va pouvoir grandement vous aider, surtout au début. Où vous avez besoin de financement, que ce soit du financement dilutif ou non dilutif. Peut-être qu'on pourra aussi en parler sur l'un et l'autre rapidement. Mais nous, c'est légal, on se concentre vraiment sur la partie investissement auprès d'investisseurs privés et qui vous permet justement de pouvoir vous lancer, que ce soit des levées de fonds pour des tours de Friends and Family de 10, 15, 20, 50, 100 000 euros, que ce soit aussi des tours un peu plus structurants en seed de 500 000 euros, voire des levées de fonds. On a closé une levée de fonds il n'y a pas si longtemps de 15 millions d'euros en série A. Et ça, c'est un peu plus ponctuel avec vraiment la plateforme et nos avocats. Et on vous accompagne sur l'ensemble de ces sujets. On a plus de 50 000 startups et investisseurs entre l'Angleterre et la France. Pour la France, on a accompagné plus de 500 entreprises dans le cadre de ces financements ou partage du capital. Et on aime beaucoup parler des sujets, en tout cas échanger avec des acteurs comme le School Lab, avec qui on est aussi partenaire, comme tu l'as dit Clément, et aussi avec vous, les entrepreneurs, avec des investisseurs sur ces sujets, ces enjeux entre les besoins côté entrepreneur, les besoins côté aussi investisseurs, et pour essayer de comprendre notamment, un, le contexte, deux, aussi, sinon on peut vous donner quand même des tips assez intéressants sur comment arriver à lever des fonds, les enjeux juridiques avec quelques mécaniques, BSR, augmentation de capital. Et on s'est dit avec Clément, discutons-en avec tout le monde là. Voilà. Exactement. Exactement. Et effectivement, comme tu l'as bien avancé, ça vient d'un contexte où on était à Vivatech. On s'est vu, on s'est dit, bon, comment ça se passe, toi, pour tes entrepreneurs sur la levée? Je lui dis, bon, je tire un peu la grimace. Et toi, effectivement, il y a un contexte, il y a quelque chose qu'on est en train auquel on fait face aujourd'hui, qui est une réalité. Et du coup, on s'est dit, il faudrait voir comment on peut en parler, en fait. Il faudrait voir comment on peut en parler pour essayer déjà, de donner une visibilité aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans la levée de fonds. Et c'est aussi de dissiper un peu un brouillard de tout ce qu'on entend. Et c'est de dire, voilà, un peu comment ça se passe, comment c'est exactement. Et aussi revenir sur les fondamentaux, c'est se dire, OK, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour lever des fonds? À quoi est-ce qu'il faut faire attention et à quoi les investisseurs font faire attention aujourd'hui et qui peut-être faisaient plus
je dirais plutôt plus attention avant. Donc voilà, l'idée c'est d'en discuter. Moi, effectivement, j'ai une série de questions et on va laisser Florent un peu nous aider à décoder un peu tout ça et on rebondira. Effectivement, du coup, l'idée c'est qu'à la fin, on ait une session de questions-réponses où vous pourrez vraiment poser toutes vos questions et on y répondra aussi. Le but, c'est que ce soit vraiment interactif. Donc, après avoir un peu eu en fait, les tenants aboutissants de ce qu'on va se dire, vous aurez un peu aussi des questions qui vont venir. N'hésitez pas à les poser. On est aussi là pour ça. Et pour commencer, très simplement, pour qu'on comprenne un peu du coup, le contexte, c'est et où est-ce qu'on se place. La première question, c'est du coup, c'est quoi le contexte économique actuel? À la fois pour les investisseurs, mais aussi pour les entrepreneurs qui veulent lever des fonds. C'est la question, effectivement, qu'on peut se poser. C'est bien d'un point de vue macro. Et je pense que là-dessus, il faut faire un peu une chronologie sur ce qui s'est passé, pas forcément là tout de suite cette année, mais ce qui s'est passé avant. Et on s'en souvient, en tout cas, de notre côté, peut-être que vous aussi, mais l'année 2021, c'était une sorte de millésime euh, avec énormément de levées de fonds en termes de nom, mais aussi en termes de montant. Il y avait une course justement au financement qui était celui porté post-Covid. Enfin, en tout cas, c'était toujours le moment du Covid. On a eu un arrêt, un moment un peu mort cérébrale, mais qui a duré pas si longtemps avec justement, ça c'était mars 2020. Donc, c'était d'ailleurs où on avait lancé Legals en France et c'était pile pendant le Covid. Donc, on a eu ce moment un peu d'attente qui était de mars à juin. Et au final, après, bon, c'est là où il y a eu aussi des boosters d'un point de vue contexte, parce que l'aspect digital, que ce soit dans différents secteurs de l'économie, bah, forcément, quand on arrête, on ferme les boutiques, on est tous confinés, euh, il y a justement un marché porteur sur certaines solutions, peut-être pas toutes, mais quand même sur la partie digitale, oui. Et donc ça, en fait, ça n'a pas forcément eu un impact significatif sur justement les investissements et ce contexte. Forcément, il y a eu un beau pic d'un point de vue financier, mais ça n'a pas tant touché la partie venture et le financement. Et quand je dis ça, c'est pour l'avoir vécu, mais après, je mets un petit disclaimer quand même, je suis ni économiste ni analyste, donc c'est aussi sur le ressenti et sur la connaissance qu'on a du marché. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est 2021, donc ça a continué sur cette lancée où il y avait quand même beaucoup d'investissements. Il y avait quand même aussi une tendance, que ce soit pour des fonds d'investissement, des gros fonds d'investissement qui faisaient des chèques assez importants, plusieurs centaines de millions d'euros. Il y avait des grosses levées de fonds qui ont pu se faire. Il y avait aussi beaucoup de corporates qui investissaient quand même pas mal dans le secteur. Euh, et 2022, avec le contexte économique aussi qu'on connaît, il faut le voir d'un point de vue macro, donc chute des valorisations des boîtes tech américaines, contexte géopolitique en Europe qu'on connaît avec la guerre en Ukraine, et s'ensuit tout un tas de sujets. Et vous vous souvenez aussi, peut-être, mais ça c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'est la SVB Bank qui fait faillite, mais sans vouloir tout mélanger là-dessus, mais il y a eu différentes choses. Il y a eu d'abord aussi la partie valorisation, donc le premier point dont je parlais, des boîtes tech américaines, qui a crashé. Il y avait aussi le sujet avec l'ensemble des crypto-monnaies, avec un gros crash à ce niveau-là, où il y avait une grosse tendance, une belle euh, hype, si je peux dire, sur les investissements des crypto-monnaies en 2021. C'était un peu le pic. Et bref, tout ça pour dire que c'était un moment entre 2020 et 2021 où il y avait énormément d'investisseurs qui étaient prêts à financer des projets innovants, notamment parce qu'il y avait d'autres secteurs où normalement ils investissent en termes d'actifs qui ne donnaient peut-être pas des rendements aussi intéressants. Donc il y avait une question de diversification de leurs actifs et des financements à ce niveau-là. Et donc ce qui fait que forcément, quand il y a beaucoup de demandes d'un point de vue investissement, il y a aussi un FOMO, donc Fear of Missing Out, qui peut se déclencher, ce qui a l'avantage des entrepreneurs. Donc, c'était quand même plus sympa côté entrepreneur et qui peut jouer sur le fait que, oui, si c'est pas toi qui va investir là tout de suite à la valorisation qui est là, la mienne, ok, il y a lui qui est prêt à mettre un ticket, met une offre plus intéressante pour moi. Et donc, ce qui a fait notamment en sorte que les valorisations augmentent par une question d'offre et de demande tout simplement, et ce qui a pu conduire à des survalorisations, un peu cette bulle-là en 2021, et qui a, après coup, avec le contexte économique, avec ce dont je viens de parler, quelque part, a commencé à se rationaliser. Et d'une manière très simple, c'est que d'un point de vue aussi économique, il y a eu l'inflation qui a joué,
Et il y a eu surtout la hausse des taux, en fait, même avant l'inflation. Et la hausse des taux, ça a déclenché justement beaucoup de choses d'un point de vue macro. Et encore une fois, ni économiste ni financier, mais sur ce qu'on a pu observer. Et donc là, ça a commencé aussi à avoir un- des impacts sur la partie financement, donc notamment sur aussi les valeurs tech américaines dont je parlais, donc une énorme baisse. Et ça, c'est un peu un effet domino. Donc quand ça a un impact à ce niveau-là, donc des boîtes cotées, ensuite, ça met un peu de temps avant que la vague arrive jusqu'au bout de la chaîne, qui est celui de la chaîne du pré-seed et du seed. Mais là, aujourd'hui, c'est bon, ça y est, la vague, elle est arrivée, après tout le monde, si je peux dire. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, encore une fois, avec le contexte de la hausse des taux, de l'inflation, euh, la partie géopolitique, euh, eh ben, c'est compliqué de pouvoir effectivement lever des fonds parce que l'offre et la demande dont on parlait, eh ben, l'avantage, c'est plus, il y a énormément d'investisseurs qui sont là, il y en a beaucoup, notamment des corporates et autres, qui ont arrêté, qui se sont dit, OK, moi, le venture et la partie startup, ça peut-être tu peux en témoigner aussi, je ne sais pas de ton côté Clément avec le Scula, mais c'est le cas où ils disent, on réduit. Euh, et ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui étaient là de manière un peu opportuniste parce que c'était aussi un moment de pouvoir se diversifier sur leurs investissements et leurs actifs. Bah là, ils ne le sont plus. Et donc là, en fait, restent, entre guillemets, les vrais, c'est-à-dire les personnes qui sont spécialisées là-dedans et qui ont vocation à investir. Il y a toujours des business angels, ça, évidemment, il y en aura toujours des personnes susceptibles d'investir, ça c'est certain. Mais le paradigme qui était celui, j'en termine parce que ma réponse est peut-être un peu longue, mais le paradigme qui est justement celui de la croissance, et il y a beaucoup d'investisseurs prêts à investir dans des projets innovants, euh, et ben ce paradigme-là où eux, ils étaient effectivement à avoir des projets innovants qui peuvent montrer de la croissance rapidement, qui ont une équipe qui tient quand même la route et qui peuvent exécuter et donc qui arrivent à les convaincre, ils sont prêts à mettre un chèque. Ce paradigme-là, il a changé, il n'existe plus. Ça, c'est celui de 2021 notamment. Aujourd'hui, le paradigme, c'est celui de avoir une croissance qui permet d'arriver vite à de la rentabilité, montrer des KPIs et des metrics, donc des chiffres et des indicateurs clés qui permettent d'aller à une rentabilité de manière assez rapide. De préférence, déjà montrer du chiffre d'affaires et voir potentiellement même là une rentabilité ou à peu de choses près. Peut-être pas tout de suite si vous êtes au début de votre projet. Effectivement, là, l'idée, c'est aussi de parler surtout des sociétés early stage. Et donc, ce paradigme-là, c'est de se dire, bah, déjà, c'est compliqué de lever des fonds aussi. Et ben aujourd'hui, avec ce contexte, ça l'est encore un peu plus parce qu'il y a la sélectivité qui était déjà assez importante. Peut-être qu'il était un petit peu moins, notamment pour des questions voilà, de marché et macro dont je viens de parler, sûrement d'autres choses. Ben là, aujourd'hui, il y a plus ce fear of missing out, ce FOMO. Là, c'est vraiment, on regarde et on fait des due diligence très précises et spécifiques, peut-être pas forcément hyper approfondies pour des sociétés early stage, mais au moins pour savoir où est-ce qu'on va investir. Et ce qui fait que eh ben, on se retrouve avec un marché qui est compliqué. Et pour vous, si vous êtes entrepreneur pour lever des fonds, ben, il faut avoir ça en tête. Et c'est pour ça qu'on s'est dit avec Clément, ben, viens, on en discute et peut-être qu'on pourra donner des tips intéressants à retenir et qui pourront éventuellement vous aider. Je terminerai juste sur un pourcentage, c'est 49% de baisse des levées de fonds entre ce premier semestre 2023 par rapport à 2022, qui était déjà lui aussi en baisse par rapport à 2021, ou peut-être plus, je sais plus, mais bref. Et ça, en fait, c'est en montant. C'est pas forcément en nombre, mais le montant, c'est 49% quand même du montant des levées qui sont en moins. Et les plus difficiles, et ça, c'est notamment avec l'étude de France Digital du baromètre EY qui le dit là sur le premier semestre, c'est surtout les séries A qui ont le plus de difficultés à lever des fonds. Mais c'est intéressant de discuter justement. On ne va pas parler des séries B, des grosses levées de fonds, on va plutôt se concentrer sur leur early stage. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur le contexte. Non, mais je pense que le contexte avait besoin de prendre le temps d'être bien mis et je pense que c'est important. Même si tu n'as pas arrêté de rappeler que tu n'étais pas économiste ou financier, je pense que le fait d'être sur le terrain, c'est aussi important. Et du coup, tu as aussi t'as parlé de ce changement de cap
des investisseurs, de ce qu'ils vont regarder, qui vont regarder aussi où avant on avait une recherche de croissance forte, ou d'aller chercher plutôt ok, la croissance au détriment de la rentabilité. Aujourd'hui, ça a changé. C'est à quelle vitesse tu vas atteindre la rentabilité et à quelle vitesse ou à quel point, je dirais, on peut te faire confiance que tu vas aller chercher de la rentabilité et que ta boîte va être beaucoup plus solide. Et du coup, dans cette même optique, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une manière dont les entrepreneurs peuvent se positionner directement, mais de manière hyper concrète, c'est dans leur pitch deck, etc. Ça veut dire quoi? Démontrer tu vas avoir une rentabilité. Je m'explique, c'est que aujourd'hui, tu peux montrer que tu vas être rentable en faisant une courbe. euh, de ton CA dans une année plus un, enfin l'année plus un, plus 2, plus 3, et puis à l'année plus 3 on est rentable. Mais est-ce que ça, les investisseurs se disent, oh waouh, c'est trop vrai? Ou est-ce qu'il faut aller montrer un peu plus de l'attraction de départ, que ton marché vraiment a une appétence par rapport à ta solution, etc., quoi. Alors ça, c'est un super point, mais de toute façon, il faut que tu montes de l'attraction et qui est quand même, en tout cas, un intérêt à ta solution. Après, là, ce dont on parle aussi, il faut garder en tête qu'on a là des remarques, en tout cas des conseils un peu généralistes, mais en fonction aussi du secteur d'activité de la société, il y a des manières justement de montrer les besoins de financement et le plan de financement qui s'ensuit, que ce soit prévisionnel ou autre. Je prends un exemple. Si tu es vraiment avec une logique de financement pour une deep tech ou une biotech, tu as quand même des besoins de recherche et développement qui vont prendre du temps avant une mise sur le marché, etc. Et donc là, on va pas montrer forcément des métriques similaires à celles d'une plateforme SaaS. On va montrer, oui, est-ce qu'on arrive à avoir des brevets, est-ce qu'on arrive à avoir tel niveau justement de certification en fonction de tel ou tel produit qu'on est en train de développer, et la mise en marché sera un peu plus tard et on a besoin des fonds. Et là, on s'adresse à une catégorie d'investisseurs qui peut comprendre évidemment ces enjeux et ces sujets pour pouvoir investir et être en ligne avec l'ADN de la société. Mais pour revenir peut-être sur les boîtes effectivement qui doivent, elles, par exemple, si tu fais construire un projet, une boîte SaaS, que ce soit dans la fintech ou dans les HR tech, et là, effectivement, il faut que tu arrives à démontrer quand même que tu es une mise sur le marché parce que ta barrière, elle n'est pas tant sur ce que tu es en train de construire d'un point de vue, en tout cas au début technique, tu es en train de faire un petit POC, mais au moins déjà que tu arrives à résoudre euh, toi, la problématique que tu as identifiée avec quelque chose que les gens comprennent et veulent bien. Donc, avant, en tout cas, pour les premiers. Donc, oui, pour revenir à ça, tu as besoin de montrer de l'attraction quoi qu'il arrive. Euh, Aujourd'hui, dans ce contexte, ce qui est lever des fonds sur une idée, sur un pitch deck, parce que euh, même si on a du réseau et qu'on a cette belle idée, que ça plaît, qu'on a un marché adressable qui se compte en plusieurs dizaines de milliards d'euros et que on a effectivement cette complémentarité dans l'équipe qui permet d'être, en tout cas, jamais assuré, mais au moins de donner confiance sur la capacité à pouvoir délivrer ensuite. Même ça, aujourd'hui, ça reste compliqué en 2021. Ouais, enfin, des projets crypto qui ont levé sur un pitch deck, enfin, on en connaît certaines histoires où ça s'est passé comme ça, avec des valeurs un peu délirantes, mais aujourd'hui, on est sur un contexte qui n'a rien à voir, et tant mieux, quelque part. C'est là où vraiment on va rentrer un peu dans le dur. Mais on va revenir peut-être sur ce point, sur l'opportunité pour les investisseurs, correction de marché. C'est une question, je crois, que tu voulais aussi me poser. Mais pour revenir sur quels sont les tips et comment mettre ça en place pour les entrepreneurs, bah, en fait, faut être- il faut arriver à démontrer déjà, hein, et avoir une approche et revenir aux fondamentaux. C'est ce que tu disais aussi sur tester votre produit avec le marché, itérer, arriver à essayer d'avoir un peu de traction, y compris du chiffre d'affaires. Après, tout dépend encore une fois, ce que vous vendez. Mais évidemment, si vous arrivez déjà à générer un minimum de chiffre d'affaires, que ça se compte en dizaines de milliers d'euros par mois, et ce qui peut arriver à plusieurs, peut-être à 100 000 euros si c'est en récurrent, donc d'ARR, comme on l'appelle. Donc ça, c'est des arguments qui sont toujours évidemment les meilleurs arguments à faire valoir auprès d'investisseurs pour pouvoir les convaincre, évidemment, d'investir chez vous. C'est déjà très risqué d'investir dans des startups. Sur une startup qui est juste avec une idée et une envie, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va convaincre. Donc aujourd'hui, encore plus qu'avant, c'est clair et net
qu'il vous faut des arguments en termes de KPIs, déjà savoir quel KPI vous allez suivre, évidemment, mais en plus de ça, en avoir certains qui sauront convaincre des investisseurs. Et je terminerai là-dessus sur le type, si on prend un prévisionnel, c'est aussi se dire, et ça revient, on va chercher une certaine rentabilité en termes de prévision qui est certes avec une logique ambitieuse. Et si on parle à des investisseurs privés, eux aussi, ils se diront, OK, au bout de combien de temps tu pourrais éventuellement atteindre cette rentabilité, que tu aies une certaine santé financière et que aujourd'hui, quand tu lèves des fonds aussi, donc déjà, si tu passes l'étape d'arriver à lever des fonds, avant, on se disait, c'est souvent le runway, donc c'est le cash que tu as en banque doit te permettre de tenir au moins 12 à 18 mois. Aujourd'hui, c'est plutôt 18 à 24 de votre côté pour justement être relativement avec les reins solides pour développer les projets et arriver soit au prochain financement, soit à la rentabilité. Mais bon, voilà quelques éléments, je pense, pour cette partie. Totalement. Bah, du coup, c'est cool. On a le contexte, on a du coup ce que les entrepreneurs doivent avoir, entre guillemets. Puis du coup, tu en as un peu parlé, c'est cette définition, ce sujet de correction de marché. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer du coup cette notion de correction de marché? Et en gros, comment est-ce que les entrepreneurs peuvent s'adapter à cette fluctuation? Là, typiquement, correction de marché, ça revient à ce qu'on se disait, et c'est d'ailleurs un des commentaires, c'est Jean-François qui dit, c'est niveau d'exigence qui a renforcé, qui est monté, et les investissements Staris, derrière, effectivement, forcément, ceux qui arrivent à lever des fonds, c'est qu'ils ont réussi à démontrer, à convaincre, soit qui ont déjà aussi, évidemment, un peu de traction, et en plus de ça, qui ont un sujet et qui arrivent à convaincre des investisseurs de financer. Est-ce que ça veut dire que ça va marcher, que ça va réussir? Non, c'est toujours très compliqué. Et effectivement, le taux d'échec, on aime bien dire que c'est une startup sur 10 qui arrive à pouvoir passer jusqu'à la série B et plus. Donc là, typiquement, correction de marché, ça revient effectivement à éviter que ce que j'ai décrit un peu dans le contexte avec 2021, sur où il pouvait y avoir ce FOMO entre investisseurs, en fait, que c'est voilà, le peur de manquer l'opportunité qui fera que, et là, en fait, il n'y a pas cette logique du coup d'offre et de demande qui concourt à faire augmenter ces valorisations. Aujourd'hui, vraiment, on est sur des choses très rationnelles. C'est-à-dire que vraiment, on va étudier le projet sur sa capacité et son projet à pouvoir, pour des investisseurs qui sont des investisseurs privés, eux, ce qu'ils recherchent, c'est un exit avec plusieurs multiples. C'est vraiment c'est la logique du power law, c'est-à-dire que s'il y en a un qui réussit, ça permet de rembourser les 10 autres qui n'ont pas fonctionné. Mais et, du coup, de rapporter quand même un multiple hyper important par rapport au montant investi. Donc, forcément, ça va passer au crible de ça. Et cette correction de marché, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que il n'y a plus de question de valorisation ou de survalorisation. Là, les baisses de valorisation vont justement essayer de trouver un prix qui est plus cohérent par rapport au marché. Quand on a des startups qui lèvent 1 million d'euros sur une valorisation mettons, de 8 millions d'euros pré-monnaie, non, c'est fini. Là, on est plutôt sur des logiques, même 1 million d'euros pour une valorisation pré-monnaie de 6 millions d'euros, enfin, ça reste quand même, c'est élevé, quoi. Mais après, donc, on revient sur des logiques, encore une fois, plus rationnelles, basées sur une logique aussi économique, quand même plus saine, qui est, oui, au final, il faut qu'un projet, quand même, il soit rentable au bout d'un moment et qu'il génère du cash. Enfin, on prend l'exemple de Uber. Uber, effectivement, c'est cette année où ils ont réussi à avoir un EBITDA positif. Et pour répondre à la question de Mihai, donc, c'est quoi rentabilité? C'est comment ça se définit? Oui, c'est comme le disent les anglo-saxons, la top line et la bottom line. Top line, c'est la partie croissance et grosse, et c'est en fait le chiffre d'affaires. On montre qu'on arrive à faire grandir le chiffre d'affaires. La bottom line, c'est effectivement l'EBITDA, donc l'excédent brut d'exploitation, le BE, qui est lui, en fait, OK, passer tous les coûts derrière, entre les recrutements et notamment souvent la masse salariale qui est assez conséquente, euh, eh ben, on arrive à dégager des profits et des bénéfices et qu'on peut soit réinvestir ou peu importe, distribuer après en dividendes selon. Bon, généralement, non, on réinvestit, mais peu importe. C'est ça, ce qu'on appelle la rentabilité et rien d'autre. Et ça, effectivement, c'est un critère qui est sain, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir un projet qui, derrière, est autonome et indépendant financièrement
Je vous donne l'exemple avec Illegals. On a fait, nous, une première levée de fonds. C'était un pré-seed, c'était vers 2017, après la création. Après, c'est une levée de fonds en série A en 2019, c'était 3 millions de pounds qui ont été levés. Et depuis, ben, on a toujours du cash en banque, on n'a pas relevé. Et voilà, on joue sur une logique de rentabilité et de croissance donc organique sur ce qu'on arrive à délivrer. Et après, demain, bon, si on a des développements ou importants qui nécessitent une levée de fonds, ben, on le fera évidemment. Mais voilà, on est dans cette logique-là. Et c'est ça ce qu'on appelle la rentabilité. Super, super clair. Et en gros, moi, il y a une chose que j'essaye de dire qui est pas toujours, enfin, que les investisseurs, ils aiment pas trop. Mais l'idée, c'est de dire que là, on est passé quand même dans une phase où on est là pour rassurer. Je m'explique. C'est que beaucoup, avant, ce qu'on essayait de montrer, c'était le fait que, bah, en fait, cette idée de FOMO, c'est de dire que, en fait, on a une super opportunité, que ma boîte va aller très vite, très fort. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, bah, en fait, moi, je vais te rassurer sur tous les champs que ma boîte a. Donc, sur le produit, tu vas voir que voilà, il est assez solide, il répond à la problématique aujourd'hui. Sur le marché, qui effectivement, il a plus de 10 milliards en adressable, que j'ai de l'attraction, peu importe laquelle, mais essayer de montrer qu'en fait, on est en train de rassurer là où il va y avoir des questionnements. Et même les questions que les investisseurs vont poser, c'est des questions, entre guillemets, négatives. C'est qu'est-ce qui risque d'arriver si ça, et si ça arrive, et si la concurrence décide de, ils vont essayer de voir en fait si il y a une vraie barrière d'entrée, si le produit est efficace, si tu as de l'attraction, quel est le taux, tu vois. Moi, je parlais avec un entrepreneur, avec un investisseur et un entrepreneur, et l'investisseur, les questions qu'il lui posait, c'était beaucoup ça, et comment tu t'assures que les gens vont revenir payer, racheter, etc. Et donc toutes les questions, c'était pour rassurer l'investisseur en lui disant, bah en fait, on a pensé à ça, on a mis ça en place, bah ça on peut le voir avec un abonnement, etc. Et donc toute la logique a un peu changé sur bah, comment est-ce que tu parles du projet, tu le parles plus en essayant de mettre un peu des balises autour des investisseurs. Et pourquoi je dis que les investisseurs, ils aiment pas trop cet état d'esprit-là, parce que bah, ils se veulent être très positifs et ils sont plutôt dans une envie de se dire, mais donne-moi l'envie d'investir dans ta boîte. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que le contexte, et on est humain, on est quand même humain, donc du coup, ils sont quand même un peu sur la défensive. Et aujourd'hui, le donne-moi envie, c'est essayer de m'enlever en fait toutes les craintes que je peux avoir pour te suivre. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois humblement sur le terrain par rapport aux questions qui sont posées, etc. Et je vois qu'on a des questions dans le chat. Est-ce que tu veux qu'on les traite là? Ça peut être assez avant que je continue ma liste de questions. Ok. Du coup, je vais prendre la question de Eric qui est qu'est-ce qui existe le plus un investisseur, une rentabilité ou une potentielle valorisation avec un gros CA mais pas de renta. Si c'est la renta, à partir de quel montant ils sont excités? Ça revient un peu aussi à ton point juste avant, c'est-à-dire euh, là, il faut faire plusieurs distinctions. Première distinction, c'est si on parle de sociétés qui sont des sociétés assez jeunes, donc qui viennent de se lancer, qui ont entre allez, 0 et 2 ans, et après, en fonction de la maturité, de comment ils se développent. Pour des levées de fonds, que ce soit du pré-seed ou du seed. Euh, pour des sociétés comme ça, effectivement, il faut que tu arrives quand même à montrer un petit peu de traction. Ça revient à ce qu'on s'est dit. Comment tu arrives à convaincre un investisseur et donc qu'est-ce qui va l'exciter pour répondre à Eric? C'est aussi tout ce que tu as pu également dire. C'est à la fois, tu as un facteur humain et tu as un facteur beaucoup plus rationnel qui est celui, OK, bah, montre-moi la partie plutôt financière et opérationnelle sur toi, comment tu débrouilles. Sur la première partie humaine, bah déjà, en fait, pour des sociétés qui sont des sociétés early stage, c'est ultra important de bien sonder l'équipe fondatrice. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la personne est suffisamment pertinente pour le marché qu'elle adresse en termes d'expertise? Est-ce qu'il y a une complémentarité également dans cette équipe? J'en parlais un peu au début, parce que si on veut faire voilà, une boîte SaaS et qu'on n'a pas euh, de développeurs, est-ce qu'on a peut-être, enfin, en tout cas dans les fondateurs, un CTO ou autre, est-ce qu'on a au moins la capacité de pouvoir bosser avec une agence et demain de pouvoir recruter la personne qui pourrait le faire? Est-ce qu'on a du coup cette
capacité à avoir cette équipe qui va pouvoir à la fois délivrer et à la fois amener la société de cette étape 1 à l'étape 2. Ça, c'est le premier point. Et de faire en sorte aussi qu'il y ait une complémentarité également d'un point de vue technique et que ça se passe bien entre eux et qu'on essaie de trouver des signaux un peu faibles si ça va ou ça va pas bien. Et ça, je m'explique, c'est quoi? Ça, c'est en termes de vision, parce qu'il y en a un qui se dit, OK, bah, si au bout d'un moment, on veut vendre, moi, là, dans les 5 ans, je vends direct, alors que l'autre, il dit non, mais jamais. Et donc, voilà, que chacun soit aussi aligné en termes de vision, d'ambition. Ça, c'est la partie humaine. Et donc, bah, les investisseurs, ils sont intéressés là-dessus. Et comme tu l'as dit, on est des humains. Donc, ça joue énormément à la fois sur cette partie qui sont des critères plutôt qualitatifs, si je peux dire, et rationnels sur l'humain, sur l'équipe fondatrice, sur leur vision, leurs ambitions, et aussi sur l'histoire qui est celle de la startup, sur pourquoi ils le font. Et ça joue beaucoup aussi côté investisseur. C'est plutôt de me dire, OK, voilà, c'est ça, tu vas mettre un ticket. Non, voilà, tu crées l'échange, pourquoi, c'est intéressant, que l'investisseur aussi soit également avec une compréhension du secteur que tu adresses. Et c'est là où, quand on arrose peut-être tous les investisseurs en disant peut-être qu'ils vont investir, bah, les cibler, c'est comme quand on fait du sales, hein, quand on est commerciaux, quand on fait du personnalisé, ça marche toujours pareil sur la partie marketing. Mieux que si on fait des grosses campagnes d'emailing à tout le monde. Ça, c'est le premier point sur la partie un peu humaine. Sur l'autre partie, sur la partie donc plutôt financière, bah, évidemment, ils veulent à la fois, ils voudraient tout. Moi, personnellement, si je suis investisseur, je voudrais que tu attaques un marché adressable qui se compte en milliards. Je voudrais que tu me montres déjà du chiffre d'affaires. Si on est sur des sociétés early stage, donc des sociétés assez jeunes, tu vas pas me montrer de rentabilité là tout de suite, c'est pas grave. Et ça répond peut-être à la deuxième question, c'est quand est-ce qu'on monte de la rentabilité? C'est MIA, c'est pas en N+1, c'est pas après avoir eu l'investissement qu'on va montrer tout de suite la rentabilité, parce que cet investissement, généralement, il a vocation à investir, donc c'est-à-dire à mettre plus d'argent, à recruter très souvent, hein. C'est souvent pour ça qu'il y a des besoins de financement. Et donc, ce qui va permettre ensuite de prendre plus de parts de marché, mais parce que vous avez déjà montré que vous, le marché que vous adressez, ben, il y a des signaux qui font que ça commence à marcher, qu'il y a un intérêt. Et donc là, un investisseur, lui, ce qui va, pour un investisseur privé et pour un business angel, parce qu'il peut y avoir aussi évidemment une différence, hein, que ce soit des fonds plutôt institutionnels, que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit des family office ou autres. euh, mais un business angel, par exemple, il veut effectivement qu'on monte de la croissance. Et après, la rentabilité à moyen terme, mais limite, pour des sociétés early stage, ce qui les intéresse, c'est surtout parce que votre business plan et votre prévisionnel pour votre seed, bon, il a de grandes chances d'être faux sur l'année 2, 3 et 4, hein, on le sait, mais c'est comme ça montre au moins l'ambition de où vous voulez aller. Et si vous challenge un petit peu sur le prévisionnel, c'est intéressant, c'est des bons échanges, mais vous n'allez pas montrer une rentabilité à N+1. La rentabilité, vous la montrez généralement à 3, 4 ans. Après, encore une fois, ça dépend des projets, évidemment, mais c'est comme ça. Donc, est-ce qu'un investisseur préférait justement une rentabilité rapide ou alors un gros CA? Ben, généralement, pour des sociétés assez jeunes, c'est plutôt d'abord montrer un gros CA qu'on va prendre avec des parts de marché, et grandir, et une rentabilité qui arrive un peu plus tard. C'est comme ça qu'on monte souvent. Donc, Oui, parce que la renta, comme tu le dis, si tu vas pas pouvoir la montrer en N+1, tu vas la montrer dans plusieurs années, à moyen ou long terme, peu importe dans quel secteur tu es. Mais par contre, le CA, ce que ça montre, c'est l'attraction et la croissance qu'a ta boîte. Et ensuite, l'investisseur, lui, il peut faire ce travail de se dire, OK, si j'investis maintenant en sachant, en voyant la courbe de traction qu'il a, la croissance qu'il a, ben, effectivement, soit la renta sera à tel moment et effectivement, ou soit, bon, il a un peu vu, un peu trop ambitieux, elle sera pas là, mais je la vois 1 an, 2 ans après, donc c'est pas catastrophique. Et puis, des fois, ben, il se rend compte que la boîte sera pas rentable ou sera pas une explosion par rapport au retour sur investissement qu'un VC enfin, un investisseur un peu plus professionnel va s'attendre, quoi, par rapport au retour sur investissement qu'il peut avoir, au multiple qu'il peut chercher à faire. Y a-t-il une notion en pourcentage de marge brute en dessus de laquelle ils ne veulent pas aller? Ouais.
Bah, ça, d'ailleurs, après, c'est pour des sociétés plus matures. Je pense que si on revient sur effectivement la question d'Eric sur early stage, on veut quoi? On veut du CA ou de la renta? On veut surtout de la croissance sur de l'early stage. Principalement, on veut de la croissance. C'est peut-être en décalage ce que je disais sur le contexte, on veut maintenant de la renta, mais en fait, aujourd'hui, on veut les deux. C'est-à-dire qu'on veut montrer à la fois beaucoup de croissance sur la top line, c'est-à-dire en fait prendre des parts de marché, montrer que ça prend, montrer que ça marche, et assez vite également montrer qu'on atteint une certaine rentabilité à 3 4 ans. Voilà ce qu'on peut montrer. Mais bon, tous les prévisionnels, je pense que de n'importe quelle société qui lève des fonds a un peu la même tendance là-dessus. Ensuite, c'est OK, pourquoi vous, l'équipe fondatrice, pourquoi c'est votre solution, et c'est tout le reste qui va jouer au-delà de la partie prévisionnelle. Mais c'est effectivement, d'abord, quand on est une société early stage, on va viser effectivement de la croissance. Ensuite, on visera de la rentabilité. Et pour le pourcentage de marge brute, c'est déjà où là, en fait, on a passé cette étape où on veut grandir et avoir de la croissance et maximiser le chiffre d'affaires qu'on arrive à réaliser pour se concentrer sur une logique de rentabilité et donc de productivité et en espérant faire 15, 20, même plus pourcent de marge brute. Et ça fait le lien un peu avec d'autres exits, dont il y avait un papier qui était dans Madines, il me semble. Parce que les exits, c'est quoi? C'est bon, on revend la société. Soit on la revend, on est racheté par une société plus grosse, un fonds, qu'importe. Soit on entre en bourse. C'est souvent ça. Mais il y a aussi d'autres logiques de pouvoir potentiellement faire entrer des financements et avoir une monétisation pour des associés déjà présents dans le capital, c'est le LBO, Leverage Buyout. Donc ça, c'est plus pour des fonds de type plutôt private equity qui, eux, auront vocation, en fonction justement euh, de cette marge brute, de cette logique de rentabilité, pourra faire un peu de la dette et pouvoir financer différemment, là où effectivement, avant, ce qu'on voyait beaucoup, c'était surtout, voilà, tu revends ou tu entres en bourse, ou alors tu coules. Mais voilà le point. Ben, assez intéressant parce que du coup, ça me permet de passer à un autre point sur là, bah, dans le roadshow, entre guillemets, on sait qu'on a bah, le fait d'aller contacter des investisseurs pour qu'ils prennent des equity en échange de leur argent. Et on sait qu'il y a aussi bah, je sais pas comment on appelle ça, cette formule qui est le BSAR. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le BSAR? Et ensuite, bah, comment est-ce que le BSAR peut être un avantage dans ce contexte actuel? Ou comment est-ce qu'il peut être bien utilisé ou à quel moment il est peut-être pas judicieux de faire du BSAR? Bah, ça, c'est déjà cette mécanique. Le BSR, c'est quoi? C'est un outil juridique qui permet de financer les projets, notamment les projets jeunes qui se lancent, qui n'ont pas encore de métriques et dont il est difficile de fixer une valorisation pour permettre à des investisseurs de financer tout de suite les projets de manière assez simple et flexible et rapide. Et c'est une pratique qui vient des États-Unis. C'est une pratique qui s'est lancée il y a plus de 10 ans hein, aux États-Unis avec le Simple Agreement for Future Equity, le SAFE, qu'on a ensuite, nous, adapté en France avec le BSR. C'est le bon de souscription d'actions par accord d'investissement rapide. Ça, c'est le BSR. Et l'idée, c'est quoi? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir côté entrepreneur, se financer de manière assez rapidement, sans fixer la valorisation et donc sans aussi faire entrer tout de suite ces investisseurs. Mais ces investisseurs, eux, ils rentreront plus tard, soit à l'occasion d'un prochain tour de financement qui arrive dans les prochains mois, 12, 18, 24 mois, soit à l'occasion d'une date qu'on appelle butoir. Et c'est bah, effectivement, ces investisseurs, à un moment, ils vont rentrer au capital. Ils ne vont pas rester ad vitam aeternam avec ce BSA qui peut les faire rentrer au capital. Et une fois qu'on a dit ça, c'est quoi l'intérêt? Ben, l'intérêt côté entrepreneur, c'est que c'est d'un point de vue administratif et juridique assez facile à mettre en place. C'est purement contractuel, il n'y a pas de formalité. Il n'est pas aussi nécessaire de discuter, la valorisation pendant hyper longtemps sur OK, où est-ce qu'on se situe, notamment en termes de dilution, mais il faut quand même l'avoir en tête parce que si on ne la fixe pas avec le BSR, c'est aussi possible de la fixer, hein, mais c'est plus rare. Mais tu l'encadres. Et tu l'encadres avec différentes conditions. Donc, il y a une valorisation plafond, une valorisation plancher. Je ne rentrerai pas en détail. Il y a plein de données, d'articles ou de vidéos où on en Et parle en détail avec Seed Legal, donc sur nos ressources. Et en tout cas,
Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages côté entrepreneur, c'est cette rapidité et flexibilité et de pouvoir faire rentrer aussi des investisseurs au fil de l'eau. Là où la levée de fonds par augmentation de capital, donc equity round, on va fixer un prix et cette valo, il faut justement négocier la valorisation. Il y a un pacte d'associés qui va être rédigé à cette occasion. On va discuter tous les termes de ce pacte d'associés qui va encadrer les relations entre les associés. Et ça prend un peu plus de temps d'un point de vue à la fois administratif et juridique, mais aussi en termes de négociation pour se mettre d'accord sur la valorisation, entre autres. Et notamment aussi, bah, tu as moins cette flexibilité de pouvoir faire entrer au fil de l'eau tes investisseurs qui rentrent tous au même moment. Et donc, ce qui fait que les avantages côté BSR, c'est notamment cela. Les inconvénients, par contre, c'est ben, côté investisseur, beaucoup aussi n'aiment pas cette mécanique du BSR. En tout cas, c'est ce qui se dit et ce qui se rapporte. Et effectivement, c'est souvent, déjà, c'est compliqué de lever des fonds. S'il y a des personnes qui sont un peu réticentes et qui, en plus, on leur dit, ah, mais t'inquiète, tu vas rentrer un peu plus tard au capital et qui sont peut-être pas suffisamment avertis sur cette mécanique du BSR, ils vont dire, oh, laisse tomber ou trop compliqué, je comprends pas. Bref. Mais il y a quand même des avantages aussi à faire valoir avec cette logique. Euh, pour des levées de fonds, pour des sociétés assez jeunes, qui ont besoin de cette flexibilité, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un reporting, un pacte d'associés avec les investisseurs, avec un board, etc., où il y a besoin juste d'un peu de fonds pour initier les premières dépenses et tester le marché, etc., et générer cette traction qui permettra de lever plus. Évidemment, c'est un outil qui est génial à ce titre et qui peut faire entrer au fil de l'eau des investisseurs qui seraient prêts à vous suivre au début, c'est les premiers, et qui vous font confiance et qui voilà, sont là pour vous aider financièrement, mais peut-être pas que, pour vous aider sur une partie expertise, sur leur réseau et autres. Euh, Pourquoi les investisseurs ils n'aiment pas, en tout cas pour certains, cette mécanique du BSR? Bah, parce qu'ils ont aussi envie, eux, d'avoir un certain mot à dire dans le cadre de cet investissement. Et ils ont envie d'être peut-être un peu plus actifs et aussi de cloisonner, se mettre des clauses qui les rassurent et qui les sécurisent sur leur investissement. Et donc, quand on fait un BSR, on peut prévoir certaines choses, évidemment, quand ils rentreront au capital, qu'ils aient ces clauses dont ils pourront bénéficier. Mais ils ont peut-être aussi envie de dire non, mais moi je veux savoir combien j'ai du capital, quel est mon pourcentage, et pas de dépendre s'il y a un prochain tour de financement qui est là, bah, du nouvel investisseur, que c'est avec lui que tu vas négocier ces clauses. Et moi, j'aurais pas trop mon mot à dire, c'est pas ce que j'ai envie. Enfin bref, il y a notamment ces raisons, et les autres raisons qui peuvent aussi être justement pour les détracteurs des BSAR, c'est que bon, bah, pour des dispositifs fiscaux ou même pour justement, je veux investir en PEA, par exemple, en tant qu'investisseur, le BSR, lui, n'est pas éligible parce que c'est un bon de souscription d'actions. C'est pas encore, ce ne sont pas encore des actions. C'est une valeur mobilière qui donne accès au capital, juridiquement, pour les juristes. Et donc, voilà un peu l'idée. Donc, vraiment, pour synthétiser ce que je viens de dire, le BSR, c'est un outil vraiment génial côté entrepreneur et qui peut être aussi intéressant côté investisseur pour aider ces startups et être aligné justement sur le développement au début des projets pour des levées de fonds où il n'y a pas forcément besoin de faire une levée de fonds très structurante. En termes de montant, pour vous donner un exemple, sur Seedlegas, la plus grosse levée en BSR qu'on ait faite, c'est 2,7 millions. Ah oui, quand même. Donc, voilà, c'est quand même un certain montant. Et après, il y a des BSR qu'on a pu faire que vous pouvez faire sur la plateforme de 5 000 euros, de 1 000 euros. On a même vu de 500 euros. Et bon, enfin, après, Ouais. c'est Mais, quand même de limiter parce que votre table de capitalisation, il y a quand même un aspect de dilution avec les BSR. C'est pas du non dilutif. Ils vont rentrer au capital, ils vont vous diluer. Il faut bien avoir ça en tête, il faut bien maîtriser ça. Mais bon, bref, si vous êtes avec nous, en principe, vous êtes bien accompagné. En tout cas, je l'espère. Et voilà ce que je pouvais dire sur cette partie BSR versus augmentation de capital. trop bien. Et une petite question du coup, c'est qu'est-ce que vous pensez des ICO, Initial Coin Offering? C'est le fait de donner des parts avec des Des coins, tokens. tokens. Personnellement, Ouais, j'ai jamais vu ça. Et je pense pas que ça soit très kiffé bah, en France, notamment chez tout ce qui est un peu des tokens, etc. Pour l'investissement, c'est pas j'ai pas vu que les gens être hyper fans, ils aiment bien les trucs un peu traditionnels. Ouais, même le BSIR, c'est un peu, ils regardent ça d'un œil un peu bizarre, donc si tu mets des tokens dedans, voilà.
Mais je Mais sais pas, toi, ouais, ouais, ça revient à ce qu'on se disait dans justement la question sur le contexte. En 2021, justement, avec euh, tout cet intérêt et cette curiosité autour justement de bah, la tokenisation, de la blockchain, qui n'était pas nouvelle, hein. Il y avait quand même pas mal de choses, mais c'est le moment où tout le monde s'est dit, waouh, il y a vraiment en fait des applications hyper intéressantes avec cette technologie. Il y en a toujours, hein, qui continuent. Et notamment, il y avait celle avec la possibilité de pouvoir se financer sous cette forme d'initial coin offering, donc plutôt en fait d'émettre des actions nouvelles, et donc de l'equity que vos investisseurs vont avoir, donc avoir des parts de votre capital. Là, ils vont avoir justement un coin adossé sur quelque chose, que ce soit un token, que ce soit quelque chose justement bon, qui soit quand même pas substituable, hein, que ce soit quelque chose. Et ça, c'était Kodak qui avait fait une ICO et qui s'était ramassé complètement. En fait, il y avait eu énormément d'opérations comme ça. 2021, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, je pense que tu en as. Enfin, il y en a en France, je sais pas. Après, je suis pas spécialiste justement sur cette logique de crypto. Je pense que tu peux en avoir justement, mais ça reste vraiment pour euh, des personnes qui connaissent le secteur ou alors des fonds qui sont vraiment spécialisés là-dedans qui pourraient le faire. Pour des levées de fonds assez traditionnelles, pour lever en ICO aujourd'hui, euh, bon courage. Je sais pas. Vraiment, j'en vois pas. Et en tout cas, c'est pas du tout le contexte, sauf encore une fois, avec des personnes et des fonds et financiers spécialisés là-dedans. Sinon, on n'en voit pas. ouais, ouais, pareil. Rapidement, School Lab, c'est pour les Parisiens? Non, pas du tout. C'est pour le monde entier. On est même labellisé Visa French Tech. Donc, pour les entrepreneurs hors Union européenne qui veulent venir entreprendre en France et avoir un visa de 4 ans pour entreprendre, School Lab est aussi vous ouvre ses portes. Donc oui. Bah, du coup, ça me permet de passer à à l'autre question. C'est quel accompagnement? On en a un peu parlé au début quand quand on se présentait, mais la question c'est comment Schoolab est si légal. Bah, du coup, si légal, pour commencer, peuvent-ils accompagner les entrepreneurs sur le processus de levée de fonds? En gros, qu'est-ce que vous apportez, bah, du coup, même dans ce contexte-là, pour les entrepreneurs, c'est quoi du coup, les plus-values de passer par vous, quoi? Les plus-values de passer par nous, c'est d'abord d'avoir une équipe qui connaît parfaitement le contexte et son métier sur justement les levées de fonds et la dimension juridique. Ça permet de pouvoir aussi avoir énormément de données. Je parlais justement du nombre de sociétés d'investisseurs qui utilisent la plateforme. Donc, on a plus de 50 000 au global, que ce soit en Angleterre et en France. On a beaucoup de tendances et de données qui nous permettent de savoir voilà, quels sont les paramètres si on part sur une levée de fonds BSAR, là où ce serait intéressant de pouvoir mettre tel ou tel paramètre. Pareil sur la partie levée de fonds. Typiquement, je discutais, c'était au France Digital Day auquel j'étais hier. Et c'était avec un entrepreneur qui me dit, bah là, ok, il m'a raconté un peu le contexte, je veux lever 4 millions d'euros. Et donc là, je lui dis aujourd'hui, ok, d'accord, mais c'est quoi ta traction? Est-ce que tu as du chiffre d'affaires, etc. Il me dit, oui, bon, là, on a signé un premier contrat de 30 000 euros, mais ça va venir, c'était pour faire. Enfin, il n'avait pas encore son product market fit, et c'est là où je lui ai dit, mais attends, tu veux lever 4 millions d'euros aujourd'hui tout de suite, voire même, il me dit, ah, mais peut-être 2 millions. Mais c'est déjà beaucoup trop, en fait. D'abord, va lever des fonds auprès de personnes justement de ton réseau, où là, c'était un réseau justement de financiers, de banquiers potentiellement qui pourraient éventuellement être intéressés et de pouvoir, ah, si lui, il est pertinent dans son pitch sur ce qu'il veut faire, au-delà de vendre la solution, peut-être après, de manière informelle, savoir si ces personnes seraient peut-être intéressées d'investir. Déjà, ça pourrait lui permettre ensuite d'avoir suffisamment de fonds pour commencer à générer un petit peu de traction et ensuite aller chercher des chiffres. Je digresse complètement, mais l'idée côté illégal, pour répondre à ta question, c'est de pouvoir à la fois de bénéficier de ces données, des équipes qui connaissent par cœur leur sujet, qui vous accompagnent étape par étape avec une plateforme qui vous permet de générer tous les documents juridiques associés, liés au financement, table de capi et aussi partage du capital. Non, mais tu t'as pas du tout dégraissé parce que du coup, une de mes questions, c'était nous raconter ça avec bah, un exemple concret d'une startup, etc. Si je peux parler de School Lab,
Nous, effectivement, ce qu'on nous on fait, c'est qu'on a un accompagnement sur la levée de fonds. En fait, on va accompagner tous nos startups dans nos programmes. Et en fait, on va aller regarder, pinguer des startups qui veulent et qui peuvent lever des fonds. Parce qu'effectivement, il y a toute une explication qu'on fait en workshop aussi qui est comment est VC compatible, qui est un peu un titre un peu racoleur, mais en fait, dans les formes, c'est pour expliquer un peu ce que c'est que lever des fonds, qu'est-ce que ça comporte, comment est-ce qu'on doit se comporter, quel genre de structure on doit aller chercher. Mais l'idée, c'est un peu ça, c'est de se dire, OK, à partir du moment où on a détecté des boîtes qui seraient compatibles avec une levée de fonds en ouverture de capital, ben, en fait, on va les accompagner sur des sujets de déjà savoir OK, combien ils lèvent, pourquoi est-ce qu'ils lèvent, c'est la question la plus importante, c'est pourquoi est-ce que tu lèves, pourquoi est-ce que tu lèves des fonds. Et ensuite, de l'autre côté, on va les accompagner sur toute la partie vraiment structurer la levée de fonds et structurer aussi, ce qui est très important, c'est la relation avec les investisseurs avant même que tu lèves. C'est la capacité que tu vas avoir déjà de connecter avec les investisseurs avant même que tu as besoin de lever. C'est déjà connecter avec eux, les connaître. Ensuite, savoir comment est-ce qu'on crée une relation, comment est-ce qu'on discute avec eux, comment est-ce qu'on les apporte de la valeur à chaque moment où on rentre en contact avec eux. Et ensuite, c'est à partir du moment où il y a le roadshow, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est en fait, va toquer à toutes les portes. Et en fait, c'est là où aussi on les connecte avec un peu toutes les personnes de la place, ça va être site légal, ça va être aussi des acteurs comme Eldorado, Lila Consulting, Start to Scale, c'est en fait parce que et même nos amis de Super Capital et en fait essayer d'un un peu aller regarder partout Angel Square, etc. Pourquoi? Parce que il y a tout un aspect au moment où on lève des fonds qui va être à la fois structuré, mais aussi donc financier. C'est OK, je veux lever des fonds en prise en equity, mais il y a aussi de la dette et du non dilutif qu'il faut aller chercher. Il y a aussi du juridique. Et en fait, l'idée, c'est vraiment essayer d'avoir tout un scope au moment où tu te lances. Surtout au début, plus tu vas montrer que tu es professionnel, plus tu vas rassurer les investisseurs parce qu'ils vont se dire, OK, soit il est bien accompagné, il a réussi à muter avec lui des personnes des sachants, ou soit il est assez smart, quoi. Avec lui, je veux pas avoir peur que mon argent parte n'importe comment. Donc ça, c'était les deux petites questions, les deux petites réponses. Et du coup, après ça, la question que moi alors, l'idée, c'est du coup maintenant de répondre aux questions que les gens nous ont posées, comme on arrive un peu à la fin du workshop. À la continuité de ce que tu disais, là, tu as une question d'Isabelle sur est-ce que tu prends du capital dans les startups avec Schoolab? Non, non, pas du tout. On prend pas de capital. Nous, on fonctionne vraiment comme un cabinet de conseil, on va dire, hein, si on paye par mois. Du coup, nos programmes d'incubation, c'est 2 000 euros. Et puis, on a des programmes qui sont adossés à des subventions, comme le FPI, le Fonds parisien pour l'innovation, comme l'InnovUp 30K, qui vous donne, en fait, au moment où vous êtes sélectionné dans nos programmes. Alors, nous, on a une phase de sélection, hein. Là, nos candidatures sont ouvertes depuis le 1er septembre. En fait, nous, on présélectionne les projets et les startups qui sont sélectionnées, qui rentrent dans nos programmes, ils sont éligibles du coup pour le InnovUp, qui est un fonds d'Île-de-France qui donne accès à 30K, et FPI, qui est le fonds parisien du coup pour l'innovation, qui donne aussi accès à 30K. C'est un peu les bourses French Tech de la région parisienne. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et puis on va avoir un programme de 6 mois, un peu classique pour les projets un peu early stage où on va les accompagner pendant 6 mois. Et là, c'est 2 000 euros finançables par le CPF. Donc nous, c'est comme ça vraiment qu'on va fonctionner. Et du coup, je sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous rentrez dans le non? Question, j'ai l'impression qu'il y a un business d'accélération incubateur et que cela facilite les constructions de la startup. J'ai pas très bien compris la question. Est-ce que c'est là quand... Ah, alors moi, effectivement, tu pourrais penser que ma réponse est un peu biaisée, mais se faire accompagner pour quand on lance sa startup, en fait, c'est surtout quand on est quand on est premier fondeur, et c'est surtout même quand on est premier fondeur dans le monde startup, c'est hyper important d'être accompagné. C'est vraiment, je le pense vraiment parce qu'en fait, on se rend pas compte, les gens, les entrepreneurs qui se lancent, ne se rendent pas compte de toutes les ressources qui existent, toutes les personnes qui existent dans l'écosystème qui peuvent les aider sur énormément de sujets. En fait, rentrer dans un incubateur, c'est avoir accès à tout ça hyper rapidement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pose une question. Donc, le but, c'est d'être hyper proactif.
Moi, c'est ce que je dis, hein. Au School Lab, on n'est pas une école. On va pas vous dire de venir à 8 heures parce qu'on a un workshop à cette heure-ci et venir le jeudi à 14 heures parce qu'on a un drink. Non, l'idée, c'est vraiment que vous soyez proactif. C'est, OK, j'ai un problème, j'ai une problématique d'embauche, d'embaucher mon premier alternant ou stagiaire. Comment je fais? Bah, bam, on vous met directement en relation avec un expert sur ces sujets. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et en fait, ça vous permet d'aller super vite, de pas faire des erreurs bêtes et pour moi, ça a énormément de valeur. Et pareil, pour tout ce qui est financement, nous, par exemple, dans notre programme, dès que vous arrivez, en fait, on vous fait un panel avec la BPI de tous les financements que vous pouvez avoir. Et ensuite, il y a des office hours personnalisés par rapport à votre lieu géographique, par rapport à votre besoin de financement? Est-ce que ce sera plutôt pour financer de la recherche ou du recrutement? Enfin, on va vraiment regarder tout ça. Et tout ça, c'est des choses que vous pouvez passer des heures à chercher sur Internet, effectivement. Mais s'il y a une personne qui est devant vous, qui vient de la BPI, qui peut vous dire oui, non, ça t'a droit, ça t'a pas droit, ben, c'est beaucoup, c'est bien meilleur, hein. Après, on nous Euh, demande si on... c'est quoi notre spécialité. ouais, Donc nous, enfin en tout cas, moi je suis avocat de formation et c'est avocat en droit des sociétés. Donc tout ce qui est private equity, capital venture et aussi ex-entrepreneur. Donc bah, c'est toute la partie un peu généraliste sur comment tu arrives à créer une boîte, à lancer un produit sur la partie évidemment commerciale. Et après, j'étais moins sur la partie marketing, mais donc, ouais, juridique commercial principalement. super. Est-ce que vous faites aussi de la recherche de financement BPI? Alors, non, nous, chez Silegaz, on est vraiment sur la partie juridique. On a des partenaires complémentaires sur cette partie non dilutive, que ce soit Eldorado. Il y a 3i Financement aussi, avec qui on travaille pas mal et avec qui on s'entretient très bien, et qui permettent justement de compléter la partie dilutive, parce que souvent, c'est aussi, ça interagit ensemble. Quand on a besoin de faire de la dette ou quand on a besoin d'avoir une subvention, souvent aussi, il y a un préalable qui est celui d'avoir soit des capitaux propres déjà à un certain niveau. Et ces capitaux propres, c'est quoi? Bah, souvent, c'est vous qui mettez le capital soit de départ, plus des concourants d'associés et ou aussi, évidemment, d'investisseurs privés qui, eux, financent votre projet et qui vous permettent ensuite le fameux effet de levier, donc de réaliser cet effet de levier qui vous permet d'aller chercher de la dette, donc du non dilutif, des subventions et autres. Donc, on travaille avec des partenaires pour le faire, on ne le fait pas nous chez Seed Legals. Il y avait aussi une question dans les questions, c'était Aurélie, est-ce que les investisseurs sont sensibles sur les startups à impact, mais sur l'aspect sociétal et non forcément sur l'aspect environnemental? Il y a une question d'ailleurs qui m'était posée par euh, quelqu'un de mon équipe sur LinkedIn, sur le post que j'avais pu faire pour présenter ce webinaire, c'était quels sont les différents secteurs qui plaisent aux investisseurs aujourd'hui, parce qu'on a parlé pas mal du contexte en 2021 sur, ouais, il y avait la tendance crypto. Aujourd'hui, pour répondre là, mais je suis curieux aussi d'avoir ton point de vue, Clément, c'est beaucoup tout ce qui est IA générative et aussi la clean tech et l'impact. Après, là-dedans, on peut y mettre beaucoup de choses. Mais principalement, c'est ce qui revient énormément. Et d'ailleurs, dans le baromètre EY France Digital sur le premier semestre, le premier qui vient en termes de financement sur le premier semestre 2023, ce sont les clean tech en termes de montant levé. Bah, je suis assez d'accord, hein. Pour tout ce qui est impact, déjà, il y a beaucoup plus de fonds à impact qu'il y a qu'en 2021 déjà. Même les fonds généralistes, aujourd'hui, ils ont une verticale à impact. Et ça, c'est assez, enfin, c'est pas déconnant dans le sens où bah, l'État met énormément d'argent dessus, notamment dans le venture et dans la Startup Nation pure. Et ça, c'est en corrélation avec le discours de Macron qui dit qu'il voulait je crois, 25 licornes à impact dans les X années, je crois que c'était 5 prochaines années ou un truc comme ça. Donc c'est normal. En fait, il y a de l'argent pour de l'impact. Et pareil pour l'IA. L'IA, là où l'IA, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup plus obvious dans le sens où ça va être vraiment des cas d'usage. C'est des cas d'usage qui vont vraiment faire foi. Du moment où tu as une boîte euh, qui est deep tech vraiment avec de l'IA et qui en fait le cas d'usage est vraiment fort,
ben c'est bingo pour toi. Ben, c'est ce que je te disais là au début, j'écoutais le podcast de Tech 45, 45 minutes, et avec Jean-Baptiste Broche-Brochard qui disait bah, qu'il y avait ce versus entre impact et IA, là où en fait l'IA aujourd'hui c'est un peu, on dit que on lève beaucoup plus facilement avec des boîtes IA que des boîtes à impact. Et il disait, bah, parce qu'en fait, il y a un peu une espèce de dissonance où ben, l'impact, c'est la problématique réelle sur les 10, 20, 30 années, mais qui commence dès maintenant. Là où l'IA, c'est la problématique business des boîtes d'aujourd'hui. En fait, c'est une boîte aujourd'hui, si elle n'est pas à la hauteur au niveau tech, au niveau du produit, avec ce que l'IA peut apporter en termes de productivité et d'engagement, ben, les gens vont directement aller sur l'IA et moins sur l'impact, mais ça ne veut pas dire que l'impact est mis de côté. C'est juste que en termes business, ben, ça faisait un peu, ça faisait un peu deux discours différents. Et moi, je trouvais ça intéressant dans le sens où bah, chez Schoolab, on est beaucoup à impact en ce moment. Enfin, on est vrai, on a déjà, en fait, on était innovant de manière globale. Là, aujourd'hui, on est vraiment en train de se figer sur l'impact. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et en fait, on est en train de voir aussi ce switch bah, dans tout, même chez les corpos qui veulent aujourd'hui aller sur des solutions impact. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, des solutions qui vont être à la fois impact et à la fois IA, bah, c'est eux qui vont vraiment, vraiment sortir du lot. Ce qui ça paraît un peu. Utilise les deux mots-clés pour lever des Et, fonds. bah, ça, je pense que ça va pas faire mouche. Et la question d'Aurélie, c'était aussi, est-ce que c'est plutôt dans la partie impact, parce qu'il y a plusieurs verticales qu'on pourrait mettre justement sur ce critère d'impact, est-ce que c'est plutôt sociétal ou environnemental? Ce que j'observe, c'est plutôt environnemental. C'est pour ça, c'est pour la partie clean tech que la partie sociale. Totalement. À ce niveau-là, je pense que il y a pas trop photo. C'est vraiment plus de la clean tech. Et je crois que j'ai mal répondu d'ailleurs aussi à la question d'Isabelle, qui posait la question pas forcément sur moi, mais c'est mon côté peut-être trop égocentrique dans la réponse. Mais c'était, ouais, si on est spécialisé chez Siligas dans un domaine d'activité, on est complètement agnostique. Donc, on a vraiment des projets qui sont à la fois, bah, que ce soit dans l'environnement, clean tech, on a notamment accompagné Sand to Green, qui eux sont vraiment dans l'aspect environnemental et qui, eux, leur but, c'est de pouvoir végétaliser des déserts, notamment en Afrique. Je sais plus si c'est subsaharienne ou du Nord. Et donc, eux, ils sont financés, on les a aidés sur la levée de fonds. Pareil sur des sujets, que ce soit des sujets crypto, que ce soit des sujets de logistique, qu'importe, on est agnostique. Et c'est pareil de ton côté, même si tu as l'impact qui est assez prédominant côté Schoolab. Totalement. On est vraiment on est agnostique au niveau des startups qu'on va incuber. C'est juste qu'on va avoir, dans notre programme, on va vous amener vers de l'impact, mais hyper large. Ça veut dire, ça peut être votre organisation. Ça veut dire avoir conscience de vos biais, essayer de mettre, en fait, challenger la manière dont vous allez recruter. Ça va être peut-être même dans la manière dont vous consommez, essayer de voir, en fait, même votre produit, comment est-ce qu'il peut être plus impact, du coup, environnemental, etc. C'est vraiment dans un aspect un peu plus large. Euh, L'idée, c'est de faire des transitions au-delà de dire qu'on accompagne que des boîtes à impact. L'idée, c'est aussi d'amener des boîtes qui le sont pas, ou des fondateurs qui ne le seraient pas de base, mais les amener à avoir une autre perception du monde. Parce que ça aussi, c'est une mission importante. Et petite question de Eric, ma réponse sera assez brève, c'est oui, c'est possible, mais pas que toi tu te domicilies, c'est que ta société soit enregistrée en Île-de-France ou à Paris. C'est toute la logique, c'est plutôt une logique d'entreprise et non de personne. Parce que toi C'est tu le peux siège social de la société qui doit être. exactement. Toi tu peux être n'importe où et Marseille c'est très très bien et Bordeaux aussi. Mais oui, le siège social de ta société doit être en Île-de-France. Et question un peu technique de Millet. Mhm. La décote 20-30% BSAR semble être trop réduite versus augmentation du capital en dur de la série A, tandis qu'ils investissent en amont à plus haut risque. Je n'ai pas reçu beaucoup d'intérêt, mais peut-être à cause du montant plus élevé que je vise. Ça, c'est la question, mais ça, et pour clarifier peut-être la question, c'est est-ce que c'est plus intéressant d'investir avec un BSR
qui prévoit effectivement une décote sur le prochain tour de financement, là, en l'occurrence la série A, plutôt que d'investir dans la série A avec une valorisation qui serait plus basse. Avec ce débat, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que s'ils n'investissent pas tout de suite avec le BSR, ou alors peut-être ils vont dire, OK, moi je préfère investir tout de suite en equity, en fixant une valorisation qui serait donc je sais pas, mettons de 3 millions d'euros, et en espérant que derrière, la série A, ce sera sur une base d'une valorisation de, je sais pas, de 6 millions, de 7 millions, 8 millions d'euros. Effectivement, si c'est ce calcul, le BSR, 30% de 8 millions versus 3 millions d'euros de valorisation pré-monnaie, mieux vaut rentrer à 3 millions que rentrer à 30% décoté de 7 millions ou 8 millions. Évidemment, ça c'est sûr et certain. Mais c'est une approche très, très, je pourrais dire spreadsheet ou très, très financière là-dessus. Il faut après se dire, OK, mais pourquoi le BSR? C'est quoi l'idée? C'est quoi la mécanique? Pourquoi il pourrait vous aider là pour ses premiers financements? Et après, si vraiment c'est un no-go sur la mécanique qui est celle du BSR, très bien, bah, c'est pas grave, il faut pas être non plus complètement buté sur cette mécanique et il faut dire, bon, OK, pourquoi pas les faire entrer au capital, mais ça, c'est lié aussi à votre dilution, parce que la dilution que vous allez avoir à ce moment-là sera peut-être pas la même avec s'ils rentrent tous au capital avec une dilution, enfin une valorisation assez basse, contrairement à s'ils rentraient avec des BSR lors du prochain tour. Mais c'est cet arbitrage à avoir et à faire justement au gré des discussions avec vos investisseurs pour se dire, OK, si aucun de tous ceux avec qui vous avez échangé veulent investir en BSR, eh ben, c'est pas grave. Faisons le calcul et travaillons sur OK, quelle serait la valorisation qui permet d'avoir une dilution pas trop forte en prévision d'une valorisation qui sera, elle, un peu plus élevée lors du prochain tour, mais qui n'aurait pas une dilution où vous vous retrouvez à être hyper dilué. Quand je dis hyper dilué, pour donner des chiffres, généralement, c'est entre 20 et 25% du capital, voire 30% du capital pour une levée d'1 million d'euros. Euh, Après, derrière, si vous en faites de manière successive, euh, différentes des levées de fonds, bah, vous pouvez vous retrouver à la fin, oui, avec une dilution plus conséquente et un capital que vous détenez moindre. Mais bref, tout ça, c'est à avoir en tête. Peut-être une dernière question, c'est sur le revenu based financing. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Euh, Bah, c'est bien, mais le revenu-based financing, c'est aussi déjà basé, comme son nom l'indique, sur les revenus que génère la société. Et ça, c'est notamment, il y a Silver, il y a Carmen, il y a différents acteurs qui proposent ce type de solution. Et quelle est la logique de ça? C'est-à-dire que plutôt, effectivement, de vous financer en prenant une part du capital, c'est pareil, c'est dans la case et la catégorie des financements non dilutifs, mais basés sur les revenus que vous générez. Donc déjà, si vous ne générez pas de revenus ou pas des revenus récurrents, parce que c'est ça aussi qui vise, ils ont des critères de sélectivité assez importants, bah, vous ne pourrez pas en bénéficier tout de suite. Donc pour des sociétés assez jeunes qui sont en besoin de se financer pour montrer un peu d'action et ensuite faire du revenu, et ben, d'abord peut-être se financer aussi avec des investisseurs. Et bref, ça revient à tout ce qu'on s'est dit. Donc c'est très bien, c'est une autre alternative, en tout cas c'est une autre façon de pouvoir vous financer qui s'ajoute au panel dont tu parlais, soit non dilutif, des subventions, de la dette, des business angels, des fonds d'investissement, des family office, etc. Donc il y a tout ce panel-là de financement, ils en font partie sur la catégorie non dilutive, donc c'est très bien. Euh, Après, c'est pertinent en fonction justement de vos critères et de la sélectivité que peuvent eux avoir. Donc voilà ce que j'en dis. Je crois qu'on a dépassé déjà depuis 13 minutes, mais Oui, totalement. Et du coup, on va vous remercier. Franchement, un grand merci pour votre présence. Les questions étaient c'était vraiment, vraiment sympa. Toutes les questions qui ont été posées, ça a donné une bonne dynamique. Je voulais te remercier aussi, Florent, et toute l'équipe de Site Légal pour avoir pris aussi le pas d'organiser cet échange et assez spontané. Vraiment, quand je vous dis que c'est vrai, c'était vraiment spontané. Je crois que vous pouvez même pas imaginer à quel point c'était vraiment spontané. Et c'était un plaisir de faire ça. J'espère que ça vous a plu. Moi, pour ma part, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur LinkedIn, poser des questions, que ce soit techniques, sur votre levée, sur des questions que peut-être on n'a pas répondu. Ça me ferait un plaisir de vous répondre. Et je vais pas m'engager pour Florent, parce que peut-être que tu vas avoir son message qui arrive. je sais pas, mais pareil, si vous avez des questions, avec grand plaisir et un très grand merci à toi Clément et l'équipe du School Lab. Et bon match effectivement pour ce soir contre la Namibie, le rugby, pour ceux Totalement. qui suivent et passez une très bonne soirée. Merci encore Clément. Merci tout le monde. Merci à tout le monde. Salut. Merci. Bon match.